Mesdames et messieurs, pour se représenter ce que signifiait être un néos dans le monde hellénistique, au-delà des structures et des institutions que nous avons étudiées jusqu'à présent, nous aurions besoin de réunir un grand nombre de jeunes hommes venant de tout le monde hellénistique, des cités, des armées et des cours royales. Chacun d'entre eux serait insuffisamment connu et difficile à différencier des autres, mais sa seule existence ajouterait une touche particulière au tableau d'ensemble. Certes, nous avons à prendre des libertés pour brosser une telle peinture, mais l'historien doit se débrouiller avec le matériau disponible, même quand il est décevant. Dans cette dernière conférence, je prendrai donc quelques libertés avec le temps, l'espace, les circonstances et les statuts, en mêlant la royauté et la cité, comme elle l'était souvent en réalité, le prosaïque et le poétique, mais aussi le visuel, de manière à créer une image qui ne pourra cependant qu'être imparfaite du néos hellénistique. L'exercice aura à être répété de nombreuses fois et toujours amélioré avec le secours des bases de données prosopographiques dont le nombre est sans cesse croissant. Macédoniens de Macédoine et de l'étranger, Athéniens, courtisans des Ptolémées, théors, ambassadeurs religieux, vainqueurs aux Jeux olympiques et panathénaïques. On citera en particulier les travaux fondamentaux menés par Christian Habicht durant ces dernières décennies pour reconstituer méticuleusement les réseaux familiaux, politiques et diplomatiques et pour rendre possible l'écriture d'histoire qui se rattache aux différentes parties du monde hellénistique. Mais nous restons souvent démunis lorsqu'il s'agit d'identifier les différentes périodes de la vie d'un individu. Les prosopographies ne donnent pas toujours d'indication sur l'âge précis d'une personne en relation avec ses activités à un moment donné. Même à Athènes, où l'éphébie marquait une étape dans la carrière d'un homme et où les listes éphébiques datées précisément par le nom de l'acompte annuel sont si nombreuses pour notre période, il est étonnamment difficile de suivre les carrières dans le détail une fois passé l'âge de l'éphébie, comme l'a si bien montré l'étude d'Éric Perrin-Samina-Dayar. Partout ailleurs, nous devons nous contenter d'impressions générales, par exemple, que telle charge devait être normalement détenue par un homme d'un âge assez avancé, tandis que d'autres étaient exercés plutôt en début de carrière. Il est bien connu que le monde grec n'avait pas d'équivalent au cursus honorum romain, mais seulement des critères très généraux, parmi lesquels les âges de 20 et 30 ans, mais aussi de 50, jouaient un rôle particulier dans les carrières politiques. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, à la basse époque hellénistique, il devint habituel de graver de longues inscriptions couvrant parfois des centaines de lignes pour résumer la carrière d'un homme politique depuis sa plus tendre jeunesse. Ces véritables mini-biographies nous permettent de voir comment était structurée la vie d'un homme politique. Mais en général, il est rare que nous puissions déterminer l'âge d'une personne sur la base des seuls documents épigraphiques. Sur ce point, Polybe est précieux, même s'il ne nous donne pas toutes les précisions que nous pourrions souhaiter. Il est vrai, assurément, que Polybe laisse rarement passer une occasion de donner au moins une approximation de l'âge des personnages de son récit, d'ordinaire en même temps qu'un jugement moral sur des comportements spécifiques à un âge donné. Kata ten helikian neos on. Il était jeune homme. Eti komide neos on. Il était encore jeune homme. Hos an apeiros kai neos. Car il était encore jeune et dépourvu d'expérience. Du roi macédonien Philippe V, qui accéda au pouvoir en 221 avant Jésus-Christ à l'âge de 17 ans, il écrit que les Étoliens le regardèrent avec condescendance, kataphronesantes, parce qu'il était encore un pais, un nepios pais diateten helikian,
un jeune garçon naïf en raison de son âge. C'est là que la barbe sur le portrait de Philippe, dont nous avons parlé il y a 2 semaines, prend tout son sens. Du Sénat romain flattant en 184 avant Jésus-Christ le jeune prince macédonien Démétrios, fils de Philippe V, Polybe écrit « Et meteori semen ton merakion ». Ils firent tourner la tête du petit jeune. Polybe rassemblant dans une seule expression 2 de ses mots favoris, météoros et merakion. Philippe V paraît enfermé dans le même schéma conceptuel lorsque Polybe nous le décrit durant l'année 200 avant Jésus-Christ, s'adressant au jeune Marcus Aemilius Lepidus, le plus jeune des ambassadeurs romains, qui était venu à Abydos sur l'Hellespont pour mettre en cause le roi au sujet de la destruction de cette cité. Le jeune homme avait à plusieurs reprises interrompu le roi alors qu'il parlait. C'est votre texte numéro 1 dans votre dossier. Philippe, pris de court, lui répondait qu'il avait 3 bonnes raisons de lui pardonner l'arrogance de sa conduite. D'abord, il était jeune et sans expérience des affaires. Proton men hoti neos esti kai pragmaton apeiros. Ensuite, il était le plus beau garçon de sa génération, et cela était bien vrai, renchérit Polybe. Et surtout, il était romain. Polybe, qui utilise toujours les mêmes mots pour décrire la jeunesse, qu'elle soit individuelle ou collective, se situe dans la tradition tracée par Platon, Aristote et plus généralement toute la pensée classique grecque dans son recours à l'analyse des spécificités de chaque âge. Comme nous l'avons déjà vu, le système structuré en groupes d'âge des cités grecques avait à la fois tendance à homogénéiser ceux qui appartenaient à la même catégorie d'âge et à distinguer nettement les groupes d'âge, les transformant ainsi en structures symboliques liées à des critères physiologiques et psychologiques. Tout cela aboutissait à des caractérisations à la fois excessives et stéréotypées, qui confondaient le biologique et le culturel. Les néos étaient considérés comme impétueux, véhéments et gonflés d'énergie, incapables d'envisager les différents aspects d'un problème, tirant des conclusions hâtives. Les presbytéroi, de leur côté, presbytéroi qui pouvaient fort bien, rappelons-le, n'être encore que dans la trentaine, étaient jugés vénérables, réfléchis, rationnels, capables de traiter des questions politiques complexes, poikiloi. Même en gardant à l'esprit ces tendances structurelles observées sur le temps long, on est frappé à la lecture de Polybe de voir à quel point le monde décrit dans ces histoires est celui des jeunes hommes. Dans son œuvre, en effet, qui nous fait toucher au plus près le monde de la politique, de la diplomatie et la vie des individus, on rencontre souvent des néoi et des néaniskoi entreprenant une action collective. Action meurtrière à Sparte en 222 avant Jésus-Christ, à une date très proche des conflits internes à Gortine dont il a été question la semaine dernière. Les néo-lacédémoniens massacrèrent en effet les 5 efforts alors qu'il était occupé à accomplir un sacrifice. C'est le livre 4, chapitre 34-35. De manière caractéristique, le contexte était celui d'une procession armée et le conflit interne était causé par une pression extérieure et des problèmes géopolitiques régionaux. Sur le plan militaire aussi, les néaniskoi de Polybe se lancèrent dans des actions séditieuses. Par exemple, lorsque dans l'armée de Philippe V, un certain nombre d'entre eux furent incités à piller les tentes des amis les plus proches du roi. Les jeunes rois aussi sont emprisonnés dans ces stéréotypes verbaux qui correspondent à leur âge, mais ils surprennent par leur énergie, leur audace et leur talent insoupçonnés pour la stratégie. Philippe V, dans les premières années de son règne, alors qu'il était sur la fin de son adolescence, stupéfiait tout le monde
par sa remarquable audace et ses campagnes victorieuses en Étolie et dans le Péloponnèse, et suscita une admiration hyperhélikiane, bien supérieure à celle que l'on pouvait attendre à son âge. Tout à fait à l'inverse, Polybe lui-même fut élu pour devenir l'un des 3 ambassadeurs achéens envoyés à la cour du roi Ptolémée V, aux côtés de son père Lycortas et du jeune Aratos, fils d'Aratos de Sicyon, alors même que, je cite, il n'avait pas encore atteint l'âge légal pour un tel poste. Neoteron ontates catatus nomus helikias. À ce moment-là, il avait probablement autour de 26 ans. Gardons donc présent à l'esprit ce couple formé de 2 figures très contrastées. D'un côté, le jeune roi de 18 ans, stupéfiant tous par ses qualités militaires et diplomatiques, et d'autre côté, le fils d'un grand homme politique d'Achée, Lycortas, encore trop jeune, à 26 ans, pour être élu comme ambassadeur. Laissons Polybe un instant, nous reviendrons à lui très bientôt pour nous tourner vers la Macédoine, par laquelle je voudrais commencer à mélanger lieu et temps, cité et royauté. Un mémorandum du roi macédonien Antigone Gonatas à l'épistate ou premier magistrat de la cité de Dione à Gassiclès nous a été conservé, inscrit sur une petite stèle que vous pouvez voir à l'écran. La lettre ne donne aucune indication d'année selon le calendrier royal, si bien que nous devons nous contenter de la situer entre 277 et 239 avant Jésus-Christ, date du règne d'Antigone Gonatas lui-même. Au passage, je voudrais souligner les petites dimensions de la pierre. Aucune mesure exacte n'est donnée dans les différentes éditions, mais j'ai calculé que la stèle ne devait pas excéder 40 cm en longueur, 25 cm en largeur. Ce mémorandum est donc assez semblable à un autre du même type, daté de l'époque d'Antipatros, épistate de Démétrias en Thessalie, qui contient des instructions données par Philippe V concernant le vêtement des kunégoi ou veneurs d'Héraclès. Ce mémorandum était écrit, comme le dit le texte même, sur un litarion, une petite pierre de 53 cm de hauteur et 21 cm seulement de largeur, ce qui suggère qu'il s'agissait là de la forme privilégiée pour échanger ce genre d'informations brèves et d'importance mineure entre le roi et l'administration locale. Dans le même format, 30 cm de haut, 25 cm de large, il existe un autre mémorandum de Philippe V adressé à l'épistate et aux citoyens de la cité de Dione, leur enjoignant de reconnaître le statut sacré de la fête de Koré Soteira à Cyzique, une fête que j'ai évoquée rapidement dans ma première conférence. Cette inscription a été récemment exposée dans le cadre de l'exposition temporaire du Louvre au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique, qui mettait bien en valeur ces petites dimensions. Il n'existe de stèles de cette dimension avec le même type d'information dans aucun autre royaume hellénistique. Est-ce la nature profondément intégrée de l'État macédonien qui a engendré cette forme de communication presque informelle? J'en viens maintenant au contenu même de la lettre d'Antigonos, c'est le numéro 2 dans votre dossier. On peut la lire ainsi. Le roi Antigone à Agassiclès, salut. Noménios a établi ses fils entre Azikos, pas connu, et le lac Pyrolia, et a appelé ce domaine Mysia. Donc, afin que chacun soit au courant et ne se livre pas à des transactions avec eux à l'insu de Noménios, prends soin de faire graver notre lettre dans les sanctuaires. L'inscription a été découverte à Dione en 1995 et sa photographie fut publiée en premier lieu par Démétrios Pandermalis en 1999.
Miltiades a alors publié une transcription du texte à partir de la photographie en 2000 et a avancé l'hypothèse, basée sur son lieu de trouvaille, que la lettre du roi avait très probablement été exposée dans le grand sanctuaire pan-macédonien de Zeus à Dione. D'après lui, Agaziclès était l'épistate de Dion, soit le gouverneur de la cité. Hatsopoulos fut alors en mesure de montrer, contre les interprétations antérieures, que Pyrolia, un nom jusqu'alors inconnu, était l'ancien nom du lac moderne de Koroné ou Langada, en Mygdonie, à l'ouest du lac Bolbé. Un jeune savant, Angelos Zanis, trouva peu après une copie de la même lettre au musée de Kavala, où elle avait été déposée depuis sa découverte sur le site d'Apollonie, en Mygdonie, en 1969. La formulation est identique, même si la forme de la pierre et la disposition des lignes sont différentes. La localisation d'Apollonia, située au sud du lac Bolbé, confirma parfaitement la suggestion d'Hatsopoulos quant à l'identification du lac. Apollonia devait être la cité la plus proche du domaine des fils de Nouménios, où nous pouvons maintenant, mais sans préciser davantage, situer le domaine appelé Mysia. Hatsopoulos suggérait que Nouménios avait fait graver lui-même la deuxième copie et l'avait fait exposer probablement dans l'un des principaux sanctuaires de sa cité, Apollonia. Mais dans l'esprit de Zanis, Agaziclès était l'épistate d'Apollonia plutôt que de Dion, car selon lui, il était plus logique que le document original ait été exposé dans un sanctuaire proche du domaine de Nouménios, plutôt que dans la lointaine Dione. Dans ce cas, l'inscription trouvée à Dione aurait été la copie et non l'original. La différence d'écriture entre les deux petites stellae est tout à fait évidente, mais que l'original ait été la version de Dione, écrite dans une écriture plutôt cursive, ou celle d'Apollonia, plus monumentale, est selon moi une question de point de vue. Ce n'est certes pas un problème mineur car il touche à des questions du pouvoir et de représentation, ainsi qu'à la relation entre le roi et les cités, mais je ne suis pas sûre qu'il soit possible d'y répondre d'une manière satisfaisante, au moins pour le moment. Cette lettre et l'ordre qu'elle contient, donné au plus haut niveau de la société macédonienne, nous offrent un éclairage inattendu sur la vie des jeunes gens issus des élites macédoniennes. Dans quelle sorte de transaction pouvons-nous imaginer que les deux fils de Nouménios se seraient engagés? Auraient-ils pu essayer d'emprunter de l'argent sur la base de la valeur du domaine de leur père ou même en anticipant sur leur héritage? Il faut, pour étudier cette question, considérer le public auquel ces deux documents étaient destinés. Les fils de Nouménios ne sont pas désignés par leur nom. Qu'est-ce que cela présuppose? Vraisemblablement que Nouménios et ses fils étaient bien connus, au moins au plus haut niveau de l'État. Mais auraient-ils été aussi bien connus de potentiels créanciers? La Macédoine était-elle un si petit monde? Est-ce que tous ceux qui étaient susceptibles de lire la pierre savaient instantanément qui étaient les fils de Nouménios? En fait, la suggestion d'Angelos Zanis, selon laquelle l'interdiction d'effectuer toute transaction avec les fils de Nouménios émanait du roi, était fondée sur le fait que le domaine en question avait été une donation du roi, une dorea, et qu'il était surtout dans l'intérêt du roi, plus que dans celui de Nouménios, qu'il n'y ait aucune transaction avec ses fils. Cela ne me semble pas aller de soi. Je pense plutôt que Nouménios n'était pas en position à ce moment-là de veiller en personne sur ses fils pour une raison qui nous échappe. C'est pour cela qu'il aurait informé le roi du fait qu'il aurait fermement désapprouvé toute transaction effectuée sans son consentement express.
Le roi délégua ensuite cette affaire de manière qu'elle soit traitée au niveau local comme il convenait. Les créanciers peuvent avoir été des habitants d'Apollonia, mais l'affichage de la lettre dans le principal sanctuaire de Dion suggère que les jeunes hommes auraient pu contracter des dettes dans d'autres grandes villes de Macédoine, en particulier au cours de la grande fête pan-macédonienne ou panégyris qui se déroulait dans le grand sanctuaire de Zeus olympien à Dion. Quel âge pouvaient donc avoir les fils de Nouménios? Comme bien souvent, le terme paidas que l'on trouve dans l'inscription doit être traduit par fils et non par enfant ou garçon. Pour pouvoir effectuer une transaction de toutes les manières, les fils de Nouménios devaient être en âge de le faire en helikiai. La communauté scientifique ne s'accorde pas sur l'âge légal de la majorité des Macédoniens, en Macédoine, et ceux qui ont traité de la question de la majorité des rois macédoniens sont divisés, puisque certains la placent à 18 ans, Hammond, Hatsopoulos, et d'autres à 20 ans, Sylvie le Boec par exemple. Si nous nous fondons sur l'Athénaïon Politeia d'Aristote ou sur les discours des orateurs attiques, nous pouvons estimer que le fils de Nouménios avait au moins 18 ans. Si nous nous permettons d'extrapoler à partir de la situation athénienne décrite dans le chapitre 42 de l'Athénaïon Politeia, alors la plupart des transactions légales étaient encore hors de la portée des jeunes hommes durant les deux années que dura leur service éphébique. Grâce à un article récent de Bruno Eli et Athanasios Theophalias paru dans les Studi Hellenistici, nous sommes en mesure de placer en regard des arrangements établis par Nouménios pour ses fils un autre document tout à fait remarquable, émanant de la petite cité de Azoros au pied du mont Olympe, en Pérébie. Il s'agit d'une lettre d'Antigone d'Auson, datée du mois de Xandikos, la 8e année du règne de ce roi, soit Mar 222 avant Jésus-Christ. Dans cette lettre, adressée par le principal magistrat, peut-être le stratégos, de la Tripolitaine de Pérébie, à laquelle appartenait Azoros, le roi fait des arrangements pour Asclépiades, le fils mineur d'un ami récemment décédé, un certain Nikakos. Celui-ci ne nous est pas connu par ailleurs, mais il doit avoir été un intime du roi, comme l'indique clairement la lettre. C'est le numéro 3 dans votre dossier. Les éditeurs du texte suggèrent que Nikakos est mort en campagne alors qu'il combattait aux côtés du roi dans le Péloponnèse contre Cléomène de Sparte entre 224 et la date de la lettre. Antigonos agit là non seulement en roi, mais aussi en ami proche du défunt. Les lignes 8 à 11, je cite, « Maintenant qu'il est mort, je considère que nous sommes liés comme s'il était l'un de mes proches parents. » Il ratifie à la demande de son ami décédé les arrangements établis dans le testament de Nikakos, dont il possède manifestement une copie. Il reconnaît à la mère du garçon, Antipolis, le droit d'agir comme son tuteur, son épitropos, sous certaines conditions, conformément aux vœux de Nikakos. Elle doit rester sur le domaine, ce qui implique qu'elle ne doit pas se remarier et passer à une autre maison. Si elle ne se comporte pas de manière responsable, le roi se réserve le droit de lui retirer la tutelle de son fils et de le traiter comme si lui-même avait été désigné comme tuteur de son patrimoine. Telle est la lecture améliorée par les soins de Denis Rousset dans le bulletin épigraphique de 2011, qui privilégie à raison le texte original Hos an ei dans la ligne 23 sur le mot eye, corrigé en subjonctif par les premiers éditeurs. Car leur traduction, comme si lui-même, le garçon lui-même, était épitropos de son propre domaine, n'a aucun sens. Je continue. Et que les doreiai, c'est-à-dire les domaines octroyés originellement par le roi à Nikakos, restent à Asclépiades,
celle que Nicarchos tenait de nous et que sa maison soit exemptée de taxes jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge adulte. Heios an eis helikean elte. Dans un épisode raconté par Polybe, très proche de la date de cette lettre, la fonction d'Épitropos apparaît en référence au fils adoptif d'Antigone d'Ausson lui-même, le jeune Philippe V. Le roi Antigone d'Ausson n'avait pas seulement de son vivant été un excellent tuteur pour son fils, proestetu paidos autu, il avait aussi, avant sa mort, mis ses affaires en ordre avec le plus grand soin, car le roi, à l'instar de son ami, le regretté Nicarchos, avait prescrit dans son testament que son fils Philippe, âgé alors de 17 ans, soit placé, si le roi venait à mourir, sous l'autorité de plusieurs de ses plus proches conseillers en tant qu'épitropoi, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Selon Sylvie Le Bohec, qui s'appuie précisément sur le récit de Polybe, ce moment arriva quand Philippe parvint à l'âge de 20 ans, en 218 avant Jésus-Christ, et qu'il congédia plus ou moins brutalement la plupart des hommes qu'Antigone d'Ausson lui avait donnés pour former son conseil d'État, un épisode décrit en technicolor par Polybe. Étant donné que les fils de Nouménios étaient considérés comme capables d'effectuer une transaction, ils devaient avoir atteint la majorité légale. Sans cela, on ne comprend pas pourquoi Nouménios aurait pris ces précautions. Ils n'étaient manifestement pas en possession de leur héritage puisque leur père était vivant et en bonne santé, on pense. Le domaine sur lequel il était installé n'allait leur être transmis en bonne et due forme qu'après le décès de leur père, il en avait donc l'usufruit, mais pas le droit d'en disposer. Si l'on croit maintenant connaître les fils de Nouménios ou le jeune fils de Nicarchos, Asclépiades, on se trompe. Nous avons certes quelques éclairages sur leur vie, mais ils apportent en fait encore plus de questions. Il est frappant, par exemple, que dans les deux cas discutés ici, les pères Nouménios et Nicarchos, bien que tous deux membres de l'aristocratie de cour et intime du roi, ne nous sont pas plus connus et que nous ne sachions même pas si Nouménios, dont le nom est assez commun en grec, était macédonien. Pourquoi, je me demande, appelait-il son domaine Mysia, nom d'une région en Asie mineure? C'est donc un vrai défi que d'essayer de se faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler la vie des Néoi ici, issus du milieu des élites, comme les fils de Nouménios. On peut les imaginer en train de chasser à cheval ou de prendre part à la grande compétition de la panégyrie d'automne en l'honneur de Zeus olympien à Dione. Dans quel gymnase s'entraînaient-ils? Celui d'Apollonia, la cité la plus proche de leur domaine, fut construit seulement au IIe siècle avant Jésus-Christ. Une palestre locale peut bien avoir été le seul terrain d'entraînement à leur disposition. On peut supposer qu'ils venaient tout juste d'entrer dans l'armée et en tant que cavaliers qu'ils avaient assisté, ayant achevé leur service éphébique, à la grande fête militaire annuelle des Xandica. Celle-ci se déroulait au printemps à Dione, comme la panégyrie d'automne, et c'est au cours de celle-ci qu'avait lieu le rituel de lustration de l'armée. Étant donné leur statut ainsi que la valeur du domaine de leur père, leur appartenance à l'élite de la cavalerie est pratiquement certaine. Hammond et Griffith, dans leur History of Macedonia, ont souligné les conditions idéales pour l'élevage des chevaux qu'offraient les terres marécageuses d'Apollonie de Mygdonie. Et nous imaginons les jeunes gens entretenant leurs propres écuries. Si les fils de Nouménios n'avaient plus besoin de tuteurs, ils avaient tout de même besoin d'être tenus d'une main ferme. À quelle tentation étaient-ils exposés? Considérons un autre passage de Polybe, tiré cette fois du livre 16, qui commence ailleurs dans le monde hellénistique, dans l'Alexandrie ptolémaïque. Là, à l'extrême fin du IIIe siècle, Polybe nous brosse le portrait de Ptolémaios, fils de Sosibios,
membre éminent de la cour des Ptolémées, qui fut brièvement épitropos du roi Ptolémée V et encore enfant. C'est votre dossier numéro 5A, le chapitre 22. Ptolémaios est décrit comme un jeune homme insupportable. Quand Polybe l'introduit dans son récit, il venait tout juste de rentrer de Macédoine. L'orgueil qu'il possédait avant de partir, du fait de la position et de la richesse de son père, s'était encore accru. À la cour de Macédoine, et c'est ce qui nous intéresse, il s'était mêlé aux jeunes gens, synemixe toi spiriten aulen neaniskois, et s'était convaincu que la virilité Andrea des Macédoniens tenait à l'élégance de leurs vêtements et de leurs chaussures. Il retourna donc à Alexandrie pensant qu'il était en quelque sorte devenu supérieur aux autres pour avoir vécu à l'étranger et s'être mêlé aux Macédoniens. Les dépenses occasionnées pour l'élégance du vêtement et des chaussures doivent avoir fait partie des nécessités de la vie pour les fils de Nouménios aussi. Faisait-il même partie de ces périten aulen neaniskoi dont parle Polybe, ou devons-nous plutôt penser qu'il appartenait à l'élite des cités macédoniennes qui pouvaient avoir des liens étroits avec le cour royal, mais qui n'étaient pas directement engagés pour servir ou protéger le roi, qui étaient d'ailleurs ces périten aulen neaniskoi. Dans une étude publiée en 1994, Culte et rites de passage en Macédoine, Miltiades Atsopoulos a avancé l'idée que la cour avait une structure tripartite en classes d'âge qui reproduisait le système civique lui-même. La division que nous trouvons dans la loi gymnasiarchique de Béroïa avait donc son équivalent à la cour du roi de Macédoine. Garçons ou paides entre 14 et 18 ans, et phéboi entre 18 et 20 ans, puis néoi entre 20 et 30 ans, ou néaniskoi. Je cite, « Il serait étonnant que les organisations civiques et auliques soient restées imperméables l'une à l'autre et ne se soient pas influencées mutuellement. » Même si cette conclusion est acceptable, je me demande si la suggestion d'une symétrie absolue entre les deux systèmes, civiques et auliques, peut être retenue. Les basilikoi paides, ou pages royaux, sont connus déjà sous le règne de Philippe II et probablement dès avant celui-ci. Il s'agit là des jeunes fils de la plus haute noblesse macédonienne, élevés depuis l'âge de 14 ans, à la cour dans la plus proche intimité avec le roi, qui peuvent avoir correspondu à la classe d'âge des paides. Mais au-delà de ce groupe de pages, l'affaire se complique. En fait, l'histoire de Ptolémaios et des périten aulen neaniskoi est l'une des deux seules anecdotes conservées dans lesquelles apparaît cette catégorie. L'autre vient de Plutarque. Et nous pouvons nous demander si Polybe n'utilise pas le mot neaniskoi d'une manière assez générale. Il a été suggéré qu'il pouvait avoir utilisé ce mot protéiforme pour désigner les basilikoi paides qui servaient le roi et qui, à un âge plus avancé, devenaient ses gardes du corps, somatophylaces ou hypaspistai, ses plus proches conseillers et ses officiers. Comme Atsopoulos l'a bien montré, les basilikoi neaniskoi peuvent d'ailleurs apparaître sous ces différentes dénominations, mais nous ne savons ni comment ceux-ci étaient recrutés, ni comment ils se rattachaient au corps des basilikoi paides. L'équivalent aulique de l'effet béa civique est encore plus incertain. La suggestion d'Atsopoulos, selon laquelle les éphèbes royaux se cacheraient derrière l'expression basilikoi kunegoi, littéralement les veneurs royaux, attestée dans de nombreuses inscriptions, n'est pas sans poser problème. Ces basilikoi kunegoi étaient selon lui des, je cite, officiers royaux chargés de la garde des réserves de chasse et un corps d'élite responsable de la garde des points fortifiés avec l'aide de chiens spécialement entraînés à cet effet.
Le premier rôle est bien attesté par Polybe lorsqu'il décrit les domaines de chasse des rois antigonides. Au livre 31, chapitre 29, le jeune Scipéon reçoit de Paul-Émile la permission d'utiliser les réserves de chasse macédoniennes. Et les basilikoi kunegoi sont mis à sa disposition. Le second rôle, celui de responsable de la garde des points fortifiés, est plus difficile à cerner dans un contexte macédonien et il n'est pas du tout sûr que nous ayons affaire à la même catégorie d'hommes. En tant que kunegoi tu Herakleus, le terme désigne cette fois les servants d'un culte associé à Héraclès Kunagidas, le patron des chasseurs, dont le culte était largement répandu dans les cités de Macédoine et à qui les rois macédoniens eux-mêmes offraient des dédicaces. Le mémorandum cité précédemment et dont vous avez le texte dans votre dossier, c'est le numéro 4, implique l'existence d'un diagramma de Philippe V mis en vue dans tous les sanctuaires d'Héraclès Kunagidas. Le roi, après avoir fait des recherches, on l'imagine cherchant dans les archives du palais, Kataten historian hen ho Basileus esse geitai, note que les kunegoi d'Héraclès portent des chapeaux, pétassoi, de couleur vive, et ordonne au contraire qu'ils doivent porter des pétasses sombres et des chlamydes ou manteaux de couleur sombre. Ce document fascinant joue un rôle important dans l'argumentation de Hatzopoulos, en particulier à cause de l'association de la chlamyde et de la couleur noire. La chlamys est en effet associée à l'éphèbe, même s'il s'agissait aussi du vêtement des soldats, tandis que les phyloi du roi en portaient une version pourpre. La couleur sombre a aussi des résonances éphébiques. Nous avons alors un chasseur sombre qui répond au chasseur noir de Pierre Vidal-Naquet, comme le suggère Hatzopoulos. De même, les terrains de chasse que les kunegoi parcouraient avec leurs chiens ou les forteresses où ils étaient postés comportent d'irrésistibles éléments d'association avec le monde du chasseur noir, et de manière plus prosaïque avec les devoirs liés aux forteresses si familiers aux éphèbes athéniens. Mais les kunegoi auxquels le diagramme se réfère sont très clairement attachés au culte d'Héraclès Kunagidas dans tous les sanctuaires du royaume où le mémorandum doit être affiché. La cible de l'ordonnance du roi est précisément ces kunegoi. Comment ces cultes étaient-ils liés à des associations de kunegoi est une question à laquelle je ne peux répondre ici. Mais il me semble être clair que le diagramme de Philippe nous en apprend davantage sur les prescriptions cultuelles concernant la manière de se vêtir des kunegoi cultuels que sur l'éphébi. Et comme tout historien du Moyen-Âge pourrait le dire, les hommes chargés d'entretenir la meute du roi étaient tout sauf l'équivalent d'éphèbes jeunes et inexpérimentés. C'étaient des experts chevronnés et hautement qualifiés. Nous pouvons nous demander en particulier si l'intégration automatique des membres des élites civiques macédoniennes à la hiérarchie aulique ne correspond pas en réalité à un système de recrutement, de formation et d'entretien de jeunes hommes à la cour beaucoup plus ouvert, dans lequel des individus, comme les fils de Nouménios, pouvaient s'intégrer. Cette hypothèse a déjà été proposée d'une manière dans un article de Pascalis Paskidis, dont vous trouverez la référence dans votre dossier. Ptolémaios, le fils de Sosibios, que la fréquentation des basilikoi neaniskoi avait quelque peu désabusé, Polybe oppose un autre jeune homme, habitué de la cour d'Alexandrie. Tlépolémos, le fils d'Artapates de Xanthos, personnage beaucoup plus important, il fut brièvement épitropos ou tuteur du jeune Ptolémée V en 203-202 ou 202-201 avant Jésus-Christ, après avoir été, quelques années plus tôt, commandant des troupes de Ptolémée IV. Après la mort de ce roi, il fut commandant de l'armée stationnée à Péluse, dans la partie orientale du delta.
Tout comme Sosibios, il joua un rôle décisif dans l'explosion de la rébellion d'Alexandrie qui coûta la vie à Agathoclès, un courtisan influent mais profondément détesté. Le portrait de Tlépolémos se distingue parmi tous ceux que nous livre Polybe. C'est le texte 5a dans votre dossier, et je cite. Tlépolémos, qui gouvernait le royaume d'Égypte, était encore un homme jeune, en menkataten elikian neos, et avait toujours ostensiblement mené une vie de soldat. De fait, cette vie est décrite en détail au début du livre 15, lorsqu'est rapportée son habitude de boire avec ses soldats. Il était par nature exubérant, trop imbu de lui-même, météoros, surélevé, une expression typiquement polybienne pour décrire le comportement d'un jeune homme, et avide de gloire, philodoxos. Il avait certes des qualités, mais aussi des défauts. Il était capable de conduire une armée en campagne, se montrait courageux et à l'aise avec ses soldats, mais il n'était pas habile dans les affaires complexes, poikiloi de la politique, qui requérait de la concentration, une grande attention aux détails et du sérieux. Cela aussi est un topos chez Polybe. Pour finir, il était particulièrement incompétent dans tout ce qui avait trait à la gestion de l'argent. Lorsqu'il arriva de se trouver en charge des finances, il passa la plus grande partie de la journée à boxer avec les autres jeunes gens. Kai prosta meirakia diamilomenos. Meirakion est le terme de prédilection de Polybe pour déprécier la jeunesse. Quand il eut fini de s'exercer, il invita ses compagnons à boire avec lui. Il passait en fait la plupart de son temps dans ce genre d'activité et en cette compagnie. Il dissipa les fonds royaux en générosité envers ceux qui étaient venus à Alexandrie en ambassade, envers les artistes dionysaques et surtout envers les généraux et les soldats de la cour à qui il était proprement incapable de refuser quoi que ce soit. Son nom était sur toutes les lèvres et les gens composaient des chansons à son sujet. Des toasts lui étaient offerts à la table, des épigrammes étaient composés en son honneur et des vers récités en public, ce qui le rendit encore plus suffisant et encore plus dépensier. La cour s'en indignait, je cite. Tlépolémos gérait les affaires et les finances publiques plus comme un héritier que comme un administrateur. Mais hos epitropon al hos kleronomon chéritzen, exactement comme Nouménios avait craint que ses fils ne délapident sa fortune. Mais Tlépolémos n'est pas seulement un personnage picaresque tiré des pages de l'histoire de Polybe, qui n'exprime que de la désapprobation en décrivant les dépenses excessives de ce personnage. Nous trouvons en effet une image à contre-courant de ce portrait dans deux inscriptions de Delphes. Celle-ci mentionne le don par Tlépolémos de deux domaines qui devaient servir de fondation pour assurer l'approvisionnement perpétuel en huile, les Léocristiones. L'une d'entre elles, qui date de 190 avant Jésus-Christ, traduite par Denis Rousset, se trouve dans votre dossier au numéro 5b. Tlépolémos est connu également par un certain nombre de documents de sa cité de naissance, Xanthos de Lycie. Il était le fils d'Artapates, petit-fils d'un homonyme, Tlépolémos, fils d'Artapates, gouverneur de Lycie, qui avait été 2 fois de suite prêtre éponyme d'Alexandre le Grand et du couple divin ptolémaïque en 247-46 et 246-45 avant Jésus-Christ. Il fut aussi vainqueur à Olympie à la course de Poulain en 256. Polybe ne mentionne ni le nom de sa cité ni celui de son père, mais l'identification est à peu près sûre car le nom est rare et Pausanias appelle le grand-père Tlépolémos de Lycie. Il est vrai, une possibilité que le généreux donateur de Delphes soit le grand-père et non le jeune Tlépolémos, mais la plupart des savants, Louis Robert et Denis Rousset inclus dans son territoire de Delphes, se prononcent par le jeune
pour le jeune homme dissipé. À Xanthos même, sa cité, Tlépolémos occupa la fonction de prêtre propoléos, à la fois sous les Ptolémées et sous les Séleucides. Il est attesté dans cette fonction dans les années 206, 205, 202, 201 et 197, 16, la dernière fois juste après la prise de la cité par Antiochos III. La fonction était de toute évidence héréditaire et à vie. Cela signifie qu'il la détenait non seulement alors qu'il commandait l'armée à Péluse, comme instigateur de la révolte alexandrine, et en tant qu'épitropos du roi à Alexandrie, mais aussi en tant que néos, alors qu'il avait entre 20 et 30 ans. S'il est vrai qu'il passa son temps à Alexandrie à fréquenter le gymnase avec les Merakia, on peut supposer qu'à Xanthos aussi, il s'entraînait avec les éphèbes et les néoi de sa cité, ces néoi qui nous sont déjà familiers, grâce au décret en l'honneur du gymnasiarque Lyson, dans lequel, dans la formule de datation, son nom et son titre apparaissent. C'est le texte que vous avez dans votre dossier de la première semaine. Le brillant jeune homme doit avoir visité sa cité en certaines occasions officielles, lorsque, en tant que prêtre propoléos, il avait à accomplir les sacrifices et les rituels. En ces occasions, il devait être envié et admiré par tous les néoi de Xanthos, au moins jusqu'à ce que ceux-ci décident qu'il était davantage dans leur intérêt et dans celui de leur cité de rechercher la faveur du nouveau roi séleucide Antiochos par l'entremise zélée du philo-séleucide Lyson. Tlépolémos, bien que xanthien et détenteur de l'une des principales prêtrises de la cité, était néanmoins tenu à l'écart du monde bien ordonné de sa cité, dans lequel l'âge de 30 ans constituait le seuil d'une citoyenneté pleine et entière, et de l'exercice des fonctions politiques. Alors que les xanthiens de son âge pratiquaient encore l'art de la politique en demandant la permission au conseil et à l'assemblée d'honorer leur gymnasiarque, il avait déjà été à l'origine d'une révolution réussie et se trouvait maintenant au cœur du gouvernement ptolémaïque. De même que la jeunesse dorée de nombreux royaumes hellénistiques prenait à la légère les notions solidement enracinées dans le monde grec d'âge et de capacité politique, de même des courtisans comme Tlépolémos, capables d'agir selon un système fondé sur de toute autre qualification, battait-il en brèche ces notions. Maurice Holleaux, adaptant une formule empruntée à La Bruyère, écrivit à propos des rois avec son élégance caractéristique, je cite, « Les enfants des dieux, entendez des rois, se tirent des règles de la nature. Le mérite chez eux devance l'âge, et ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance. » Et pourtant, ceci nécessite d'être discuté précisément parce que le modèle du roi précoce ne coïncide pas tout à fait avec le monde conceptuel et les mentalités de la société de groupe d'âge qui fut la police grecque. Polybe n'est qu'un témoin parmi d'autres, mais le plus visible sans doute de ce malaise. Dans le monde réel de la politique civique, le principe d'ancienneté doit avoir cessé d'être respecté avec le temps, tandis que les hommes politiques d'âge mûr négociaient avec les rois qui, du point de vue de leur âge, n'auraient pas eu le droit eux-mêmes de siéger dans un conseil. Mais à la tête d'une armée, ces paides nepioi ou apeiroi devaient paraître loin d'être inexpérimentés. La rencontre entre ces deux modes opératoires, typiques du monde hellénistique, engendra de nombreuses incohérences. Les jeunes gens, comme Tlépolémos, vivaient un pied dans les cités, un pied à la cour des rois. Ils se mouvaient plus ou moins librement à l'intérieur du réseau étroit des jeunesses dorées d'Alexandrie, de Macédoine, de Pergame, d'Antioche, de Syrie, mais aussi des cités de la Grèce continentale, des îles et de l'Asie mineure. Délos,
Delphes, Athènes, Olympie étaient autant de zones de contact et d'ostentation. Imaginons le déplacement constant d'individus d'un lieu à l'autre, recherchant une gloire agonistique, assumant des missions diplomatiques, dirigeant des campagnes militaires, menant des ambassades sacrées, suivant des professeurs de philosophie ou encore réduits au statut d'otages. La plupart de ces activités étaient des activités de jeunes hommes, même s'il est frustrant de ne pas pouvoir, le plus souvent, concrétiser les impressions acquises à partir d'une poignée de cas qui semblent être typiques, mais qui ne peuvent être étayés en l'absence de statistiques. Nous connaissons, par exemple, un nombre important de jeunes otages et plusieurs indications selon lesquelles le poste de théor incombait à de jeunes hommes dans la première phase de leur carrière civique. Mais nous ne possédons aucune statistique et devons nous contenter de rester au niveau de l'anecdote. Essayons de donner un peu plus de chair au personnage de Tlépolémos. Je cite, « Son nom était sur toutes les lèvres et les gens composaient des chansons à son sujet. Des toasts lui étaient offerts à la table, des épigrammes étaient composés en son honneur, ainsi que des vers récités en public à son sujet dans toute la cité. » Le Milésien Anténor, fils de Xénares, enterré dans le gymnase des Néoi de Milet, dont j'ai parlé brièvement dans ma deuxième conférence, était tout aussi coloré et célèbre, et n'ayant jamais fréquenté la cour. Il venait de l'une des plus grandes familles d'hommes politiques de Milet. Dans ses jeunes années, il avait récolté la gloire comme vainqueur au Pancrace, ayant remporté la victoire dans ce sport violent et même sanglant à Olympie en 308 avant Jésus-Christ, ainsi que dans les 3 autres concours panhelléniques du même cycle, ce qui faisait de lui un périodonikès, un vainqueur au jeu de la périodos. Auparavant, Anténor avait remporté la victoire lors de la fête arcadienne des Lycaïa dans la catégorie des Andrès, des hommes, soit en 313, soit en 319 avant Jésus-Christ. J'ai suggéré qu'il n'avait alors pas plus de 20 ans, car les carrières des pancratistes ne duraient pas longtemps. Puis, il poursuivit dans sa cité une carrière politique à la fois remarquable et bien documentée. C'est cependant à l'époque où il était un jeune et vigoureux pancratiste que se rapporte une anecdote racontée par le poète comique alexandrin Macon et transmise par Athénée. C'est le numéro 6 dans votre dossier. Je traduis. Le pancratiste Léontiskos, petit lion, était l'amant de Mania. Elle était une courtisane et la gardait pour lui seul comme une épouse. Lorsque plus tard il apprit qu'elle avait eu en même temps une relation avec Anténor, il devient furieux. Mais elle lui dit « Ne t'offusque pas, mon chéri, je voulais seulement savoir ce que 2 athlètes vainqueurs olympiques pouvaient accomplir comme exploit, coup pour coup, en une seule nuit. » Des épigrammes furent également composés au sujet de l'homme politique athénien Echédémos III, fils de Mnésithéos, d'Udème de Kydathénaos, cette fois par le poète athénien Avtémon, inconnu par ailleurs. 2 épigrammes ont été préservés dans la couronne de Méliagre de l'anthologie palatine. Et vous les avez comme texte 7 dans votre dossier. Christian Habicht a démontré de manière extrêmement persuasive que l'échédémos de l'épigramme et l'homme politique athénien ne faisaient qu'un. Dans la première épigramme, il est encore adolescent et se trouve être l'objet de la passion du poète. Dans la seconde épigramme, il est un jeune adulte, a commencé à se faire un nom en politique et est appelé le second Phébus Attique, en raison de sa grande beauté. Christian Habicht a recomposé la famille d'Echédémos, une famille athénienne de premier plan, en remontant jusqu'à la fin du IVe siècle.
Le troisième Échédémos, le sujet probable de ces épigrammes, était de loin le membre le plus remarquable et le plus renommé de la famille. En 190 avant Jésus-Christ, il avait notamment mené une ambassade athénienne en Étolie pour réaliser une médiation entre les deux Scipions d'un côté et les chefs de la confédération étolienne de l'autre, au sujet de la paix avec Rome. C'est Polybe, livre 21, 4 à 5. La première épigramme que vous avez dans votre dossier fait référence à Échédémos comme à un jeune homme au sommet de son épanouissement, akreben, c'est-à-dire l'acra de son hébé. Et je suis la traduction. La rocheuse Délos, baignée par la vague, c'est ton domaine, l'étoïde, fils du grand Zeus, oracle universel, mais sur la Cécropée règne Échédémos, un nouveau Phébus pour l'Attique, une fleur superbe qu'a fait briller Eros aux fins cheveux. Celle qui domina les terres et les mers, Athènes, sa patrie, a mis à présent la Grèce à genoux, esclave de la beauté. L'amour aux fins cheveux, abrocomès, un épithète probablement applicable au jeune homme lui-même, a incité l'archéologue grec Pantos à rechercher un portrait d'Échédémos, classicisant à l'extrême, sur un sceau partiellement conservé provenant de la cité étolienne de Callion ou Callipolis. Le sceau montre le portrait d'un jeune homme avec les boucles de cheveux caractéristiques d'Apollon et d'autres traits classicisants peu fréquents dans les portraits d'époque hellénistique. Le sceau, dont vous voyez la reconstitution sur l'écran, a été découvert avec des centaines d'autres dans les archives de la famille callipolitaine du stratège Agétas Lokagou, 202-201 avant Jésus-Christ, et de son fils Lokagos Agéta, 180-179 avant Jésus-Christ, et date de l'époque où les contacts entre les chefs de la vie politique athénienne et les chefs de la confédération étolienne étaient étroits. Le fait que la correspondance d'Échédémos, et donc le sceau lui-même, ait été conservé parmi une abondante correspondance dans ses archives n'est pas en soi invraisemblable. Pantos a donc associé le nouveau Phébus, fleur superbe qu'a fait briller Eros aux cheveux fins, de notre épigramme avec le jeune Apollon aux splendides boucles et aux joues potelées. Il a pu dater la gravure du sceau sur la base de sa ressemblance avec une bague en or, signée par un célèbre graveur de la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle avant Jésus-Christ. L'argumentation de Pantos, à laquelle je ne pourrai rendre justice par manque de temps, comporte des faiblesses. Nous savons tous que la tentation d'attacher des noms aux portraits de toutes sortes est irrésistible et qu'elle a été souvent mise en pratique sans précaution suffisante. Je ne souhaite donc pas aller trop loin dans cet argument et me contenterai de souligner 2 points. Je commencerai par une remarque générale. Il est absolument clair qu'il se trouve parmi les sceaux de Callion un certain nombre de portraits véritables. Nous identifions ainsi des rois ptolémaïques, séleucides ou bithyniens. Certains ont même cru reconnaître des portraits des Romains, notamment les Scipions. D'autres sont indéniablement des portraits, mais il ne s'agit pas de rois car ils ne portent pas de diadème. Il doit s'agir d'hommes politiques, d'ambassadeurs ou des courtisans. Mais ce n'est pas le seul dépôt d'archives dans lequel des sceaux à portraits ont été trouvés. On en connaît d'autres à Chypre, en Épire et dans le capital des rois séleucides, Séleucie du Tigre, dont sont issus des milliers de sceaux récemment publiés par Invernizzi et ses collaborateurs dans 3 magnifiques volumes. Vous avez les références dans votre dossier. On y trouve aussi de nombreux portraits, dont voici quelques exemples, parmi lesquels plus de 500 hommes de tous âges qui ne sont pas des rois.
Ce fonds, ainsi que les archives de Callion, publiées il y a quelques décennies par Pantos dans sa thèse, sont très sous-exploités par les historiens. Pourtant, ils permettent de s'approcher autant que possible de ces individus qui menèrent la diplomatie interétatique de la plus haute importance, qui nous sont connus par Polybe et par les inscriptions. Ils ne nous disent pas à quoi Zeuxis ou Callias de Sphétos ressemblaient. Nous souhaiterions bien sûr le savoir, mais nous ne serons probablement jamais exaucés. Ces images nous informent cependant, de manière générale, sur l'âge des courtisans et des ambassadeurs et sur la manière dont ils voulaient être représentés. Il ne s'agit pas, dans l'ensemble, de portraits idéalisés, au contraire de la plupart des représentations sculpturales. Parmi eux se trouvent plus de portraits d'hommes âgés de la quarantaine ou de la cinquantaine que de jeunes hommes, comme on pouvait peut-être s'y attendre. Mais il y a bien des portraits de jeunes gens et leur nombre n'est pas négligeable. Ce sont quelques exemples que vous avez là. Ma seconde remarque est que même si nous ne pouvons être certains de la parfaite coïncidence entre la figure politique, celle de l'épigramme et celle du sceau, nous pouvons néanmoins considérer ces images comme une expression visuelle du type de beauté juvénile masculine qui est chantée dans le poème, comme celle du jeune Philippe V, qui était appelé l'Héroménos de la Grèce dans les toutes premières années de son règne, ou celle que Philippe lui-même reconnaissait à Marcus Aemilius Lepidus lorsqu'il évoquait la beauté de sa jeunesse. Nous ne sommes pas ici dans le monde des Paides et des Éphèbes, mais bien dans celui des Néoi, des jeunes hommes déjà politiquement actifs. Et comme Angelos Chaniotis l'a rappelé dans de nombreux articles, la société hellénistique était une société théâtrale, pleine de rituels et de gestes dramatiques, de processions soigneusement mises en scène, de performances chorégraphiques, d'entrées royales et d'épiphanies divines. C'était un monde de spectacle. Allons voir Adonis au palais de notre riche roi Ptolémée, se disent les deux Syracusaines dans la 5e idylle de Théocrite, située à Alexandrie dans les années de 270 au 260 avant Jésus-Christ. Dans la seconde idylle, située à Kos, une jeune femme explique comment elle a porté le jeu pour la première fois sur son amant, s'étant rendue dans le bois d'Artémis, où, en l'honneur de la déesse, de nombreuses bêtes sauvages étaient conduites en procession. Elle remarque alors Delphis, un jeune homme originaire de Mindos, en Carie, marchant aux côtés de son ami Eudamipos. Je cite, « Leur barbe était plus dorée et veloutée que l'hélichrysome immortel, et leur poitrine plus brillante que toi, ô lune, car ils venaient seulement de quitter le labeur viril de l'école des arts de combat, le palestre. En d'autres termes, ils n'avaient pas lésiné sur l'huile d'olive. Ainsi, la beauté apollinienne des Kédémos, la splendeur du jeune Clépolémos était offerte en spectacle, tout comme les exploits sexuels d'un ténor dont tout le monde parlait et que l'on chantait en vers pour les railler ou pour les admirer. Nous sommes donc revenus au gymnase, ou plutôt à ce qui semble être une palestre privée. Demain, j'irai à la palestre de Timagétos, dit la jeune femme, pour le voir et pour lui reprocher de me traiter ainsi. La palestre de Timagétos se trouvait à Kos, où nous savons par des inscriptions que les Néoi avaient leur propre gymnase. Était-ce parce qu'il était originaire de Mindos que Delphis fréquentait une palestre apparemment privée? Nous ne le savons pas, mais nous savons à quoi il ressemblait et à quel point il était infidèle. Ainsi s'achève ce cycle de 4 conférences qui, je l'espère, vous aura donné au moins un aperçu de ce que signifiait être un néos dans le monde hellénistique. Je vous remercie pour votre attention et persévérance.